Bonjour tout le monde, merci d'être dans cette superbe salle qui nous accueille aujourd'hui. On va essayer de pas trop traîner, parce qu'on 8h32, mais on va tenir les temps. Il y a 3 présentations de 20 minutes chacune, avec derrière possibilité de questions et de débats pendant une demi-heure, ce qui permet d'avoir les 3 présentations et de pouvoir derrière poser des questions qui peuvent être soit groupées, soit individuelles. Le premier intervenant, c'est le professeur Ray, qui est généticien moléculaire, exerçant depuis toujours dans le domaine du DPI, ayant participé à la réalisation des tout premiers DPI outre-Manche, mais aussi en France. Il exerce depuis 20 ans à Grenoble, où il est responsable des DPI moléculaires et coordonnateur du centre de DPI. Il est également responsable d'une équipe de recherche d'une vingtaine de personnes dans le domaine de la génétique de l'infertilité et d'amélioration des techniques d'AMP. Le titre de sa présentation, que je n'ai pas sous les yeux, est l'utilisation d'outils pangénomiques pour le diagnostic préimplantatoire dans le contexte de la réglementation française. Professeur Ray, à vous. Bonjour, merci pour cette introduction et merci à l'Agence de la biomédecine pour son invitation, en particulier à Pascal qui m'a proposé de faire cette conférence. Alors tout d'abord, je vais commencer par faire quand même une introduction sur le DPI et en commençant de manière plus large sur les diagnostics anténataux. Alors il y a différents prélèvements qu'on peut réaliser en vue de faire un diagnostic génétique sur le fœtus. Vous connaissez tous la myosynthèse, la biopsie de trophoblaste qui peut être réalisée un petit peu plus précocement. Et puis dans le topo suivant, on parlera des diagnostics non invasifs. Le diagnostic préimplantatoire est réalisé encore plus en amont sur les embryons préimplantatoires. Et il y a 2 types de prélèvements, j'en reparlerai par la suite. On peut prélever une cellule ou 2 cellules de l'embryon, alors que celui-ci a 3 jours après la fécondation, ou on peut réaliser ce qu'on appelle une biopsie de blastocyste. C'est les embryons préimplantatoires 5 jours ou 6 jours après la fécondation. Donc si on compare le DPN, les couples vont initier une grossesse de manière spontanée. Ils ont soit un risque génétique connu, où on va détecter un risque lors du suivi anténatal. On va réaliser un des prélèvements que j'ai mentionné précédemment pour faire un diagnostic génétique et proposer une interruption médicale de grossesse si le fœtus est atteint. Dans le cadre du DPI, le couple, qu'il soit fertile ou pas, va devoir passer par la fécondation in vitro, qui implique une stimulation ovarienne, une ponction ovocytaire pour récupérer les ovocytes. On va réaliser une fécondation in vitro par EXI, c'est-à-dire qu'on va injecter un spermatozoïde directement dans chacun des ovocytes obtenus. On va mettre les embryons en culture et puis on va faire ces fameuses biopsies, soit à J3, soit à J5, généralement à J3. Ensuite, on réalise le diagnostic génétique. Il y a 2 types de diagnostics, je vais y revenir par la suite. On peut faire un diagnostic moléculaire ou chromosomique. Et on va pouvoir obtenir un diagnostic sur chacun des embryons obtenus suite à la fécondation in vitro. On va éliminer les embryons porteurs de la maladie génétique diagnostiquée. Et pour les embryons sains, on va transférer généralement un embryon en espérant obtenir une grossesse. Et les embryons sains surnuméraires seront congelés en vue de transferts ultérieurs éventuels. Alors, vous l'avez compris, les avantages du DPI, c'est qu'on peut réaliser ce diagnostic sur les embryons avant le transfert embryonnaire. Donc on sait que l'embryon qui va être transféré, qui va initier, on l'espère, une grossesse, ne sera pas atteint de la pathologie diagnostiquée. Donc on évite le risque de devoir proposer une interruption médicale de grossesse aux patients. Les inconvénients, c'est que la plupart de ces couples n'ont pas de problème de fertilité et doivent avoir recours à la fécondation in vitro. Tous les couples ne sont pas éligibles et je n'aurai pas le temps d'en parler, mais les critères limitants, ça va être principalement la réserve ovarienne de la patiente. Il faut qu'il y ait
qu'on ait un pool d'ovocytes suffisant pour pouvoir réaliser ces diagnostics. Et donc, on peut avoir des refus de prise en charge, des annulations en cours de parcours si la réponse à la stimulation ovarienne n'est pas suffisante. Et ensuite, on a des échecs avec soit l'embryon sain transféré ne s'implante pas, soit on peut ne pas avoir d'embryon à transférer, d'embryon sain à transférer. Le taux de succès est à peu près de 25% de grossesse par tentative initiée. Et ça va dépendre, ça va être corrélé fortement à l'âge de la patiente et au rang de la tentative, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu 2 échecs, la 3e tentative aura moins de chances de réussir que la première. Alors le DPI en France, il est encadré de façon très stricte. Les textes de loi nous disent que le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'il a été préalablement et précisément identifié chez l'un des parents l'anomalie ou les anomalies responsables de la maladie. Et ensuite, on précise que le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la traiter. Donc en gros, il faut que le couple soit porteur d'une maladie génétique identifiée, caractérisé comme étant grave et incurable. Donc je ne l'ai pas mis là. Voilà, grave et incurable. Et donc ça veut dire que pour, par exemple, une trisomie 21, si on ne détecte pas d'anomalie chromosomique chez les parents, on n'a pas le droit de rechercher une trisomie 21 sur les fœtus parce que il s'agit d'événements qui surviennent lors de la méiose, qui vont être présents dans les gamètes, mais qui ne sont pas présents à l'état constitutif chez l'un des parents. Donc je reviendrai un peu plus tard sur les indications. Ensuite, il est précisé qu'il peut être réalisé qu'à certaines conditions dans des établissements spécifiquement autorisés, en l'occurrence par l'Agence de biomédecine. Et il y a 5 centres en France qui proposent le DPI comme indiqué ici. Alors, quelles pathologies sont éligibles au DPI en France ? Donc, comme j'ai évoqué précédemment, il y a 2 grands groupes de pathologies. Il y a les pathologies géniques qui sont causées par des anomalies qui touchent des gènes, comme la mucoviscidose, l'hémiotrophie spinale ou la chorée de Huntington. Les conséquences, ça dépend des pathologies. Il y a tout type de symptômes avec des manifestations plus ou moins précoces. Et on va utiliser des techniques moléculaires ciblées, on va rechercher la présence de la mutation, on va utiliser des marqueurs moléculaires pour confirmer ce diagnostic en faisant une étude de ségrégation familiale. Ensuite, il y a les anomalies chromosomiques, et donc là, on a précisé précédemment qu'il fallait que au moins un membre de la famille soit porteur d'une anomalie, et donc les anomalies qui concernent le DPI sont principalement les translocations équilibrées, c'est-à-dire que l'un des membres du couple est porteur d'une translocation, d'un remaniement chromosomique. Il n'y a pas de perte ou de gain de matériel génétique, donc ces individus n'ont pas généralement ils vont bien, ils n'ont pas du tout de symptômes, mais c'est au moment de la méiose, pour la production de leurs gamètes, qu'on va avoir des anomalies chromosomiques qui vont survenir. Et donc, en moyenne, on a à peu près la moitié des spermatozoïdes ou des ovocytes produits par les porteurs de ces translocations qui vont avoir une monosomie, une nullisomie, soit une perte ou une gain d'un des chromosomes impliqués dans la translocation. Donc on peut proposer, dans le cadre du DPI, un diagnostic ciblé où on va cibler les chromosomes impliqués dans la translocation et vérifier qu'on a bien 2 chromosomes présents. Et donc on va faire un diagnostic, on ne va pas distinguer entre les embryons sains ou les embryons porteurs sains qui auront le même problème la même translocation que leurs parents, mais qui sera présente à l'état équilibré. Donc la prise en charge actuelle pour le DPI, on fait la biopsie à J3, donc on prélève 1 ou 2 cellules sur ces embryons qui ont entre 6 et 12 cellules. On va faire soit l'analyse chromosomique, soit l'analyse moléculaire. Et ces techniques, l'avantage de ces techniques, c'est qu'elles sont rapides. On peut les réaliser en moins de 24 heures. Elles sont robustes et fiables sur cellules uniques. Ensuite, on fait le transfert à J5, on transfère un blastocyste. Quand il y a un blastocyste sain à transférer.
Et donc, ces techniques ciblées répondent bien à la législation française qui précise que le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que la recherche de l'affection familiale. Et ces techniques, elles répondaient aux impératifs initiaux de l'AMP quand la congélation des embryons n'était pas très efficace et on savait qu'au moment de la décongélation, il y avait pas mal de pertes d'embryons. Actuellement, les techniques de congélation ont bien progressé et on sait qu'il n'y a plus de perte de chance associée à la congélation embryonnaire. Donc voilà, cette restriction au niveau du temps et de la nécessité d'avoir une technique rapide est moins prégnante actuellement. L'inconvénient, c'est que chaque diagnostic doit être adapté à l'anomalie recherchée et que les mises au point techniques pour développer les diagnostics, et en particulier les diagnostics moléculaires qui concernent les milliers de maladies monogéniques connues actuellement, vont être longues et parfois infructueuses. Alors maintenant, on en vient au sujet du topo d'aujourd'hui. Il existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années des techniques qui permettent d'analyser la totalité du génome et d'obtenir un diagnostic. Alors ces techniques pour le DPI, on voit que le DPI est quand même on a cette restriction au niveau on avait cette restriction au niveau du temps, on a cette restriction au niveau de la quantité de matériel biologique disponible pour réaliser le diagnostic. Et ces techniques actuellement, elles sont un petit peu limitées pour être efficaces et fiables sur une seule cellule, et donc elles sont plutôt utilisées suite à la réalisation d'une biopsie de blastocystes, cette biopsie qui permet d'obtenir entre 5 et 15 cellules, et là ces techniques fonctionnent bien actuellement. Il s'agit de techniques moléculaires et qui prennent également plus de temps que les techniques ciblées que j'ai évoquées précédemment. Donc on va tuber ces cellules dans un tube, on va pour libérer l'ADN, et en parallèle on va congeler la totalité des embryons pour avoir plus de temps pour réaliser ce diagnostic. L'ADN est amplifié de manière linéaire par une enzyme relativement récente, par un processus qui s'appelle Multiple Displacement Amplification, et on va utiliser les techniques de séquençage haut débit pour séquencer des séquences couvrant la totalité du génome. Et à partir de l'analyse de ces séquences va pouvoir donner un diagnostic pour aussi bien les diagnostics des aneuploïdies, les diagnostics pour des chromosomes, que des diagnostics moléculaires. Alors pour réaliser un diagnostic moléculaire, il faudra encore passer par une étude familiale. On va pouvoir faire le code barre de tous les chromosomes. Et à partir du moment où on a un individu atteint qu'on peut comparer aux parents, on va pouvoir identifier le chromosome porteur de la mutation et proposer un diagnostic indirect en utilisant les données de ce séquençage haut débit. Ensuite, donc une même technique peut permettre, alors où il y a des petites variations, il y a plusieurs techniques, mais globalement une même technique peut permettre de réaliser un diagnostic pour tous les diagnostics géniques ou chromosomiques. Donc là, on obtient le diagnostic, comme précédemment, on élimine les embryons porteurs de l'anomalie génétique, l'anomalie génétique, et on va faire un transfert, on va décongeler un embryon et transférer les embryons dans des cycles, au cours des cycles menstruels ultérieurs. Donc là encore, transfert à J5 ou J6 de blastocystes. Donc, quelles indications de DPI? Alors j'ai appelé HD pour haut débit, diagnostic haut débit. Donc on a compris qu'on peut utiliser ces nouvelles techniques pour réaliser des diagnostics géniques. On peut utiliser aussi ces techniques pour les diagnostic des translocations dont j'ai parlé, et l'avantage c'est qu'on n'a plus de mise au point à faire et ça peut permettre un gain de temps et de ressources. Alors ce gain de temps il est particulièrement appréciable pour les maladies monogéniques, comme on a vu qu'il y a des milliers de maladies différentes présentes. Les inconvénients, alors est-ce que c'est un inconvénient ou pas? C'est que ça permet de détecter d'autres aneuploïdies et nous placer en porte-à-faux par rapport au texte de loi qui nous précise qu'on doit uniquement réaliser un diagnostic de la pathologie portée par les parents. Et l'inconvénient ou pas, parce que maintenant on voit que c'est plus un inconvénient, de faire la biopsie à J5 sur le blastocyste et de congeler tous les embryons, ce qui n'est
pas non plus, parce qu'il y a d'autres qui permettent d'avoir plus de flexibilité, qui a certains avantages également. Donc à Grenoble, nous sommes en train de valider ces techniques pangénomiques et on espère les commencer, les utiliser en 2024 pour les différentes pathologies autorisées actuellement en France. Pardon. Ensuite, à l'étranger, ce DPI, donc des aneuploïdies, DPIA, il est utilisé pour d'autres couples, en particulier il peut être utilisé pour tous les couples qui ont recours à la FIVEXI, pour les couples qui ont un âge maternel avancé, pour les couples qui ont des échecs répétés de FIV ou des fausses couches à répétition. Pourquoi ? Parce qu'on le voit à gauche ici, on sait qu'il y a énormément d'embryons préimplantatoires qui sont aneuploïdes, c'est-à-dire qui ont une anomalie chromosomique. En moyenne, c'est plus de la moitié des embryons qui ont une anomalie chromosomique et que, on sait depuis toujours, hein, le pourcentage d'aneuploïdie, d'anomalie chromosomique va être corrélé à l'âge de la mère. Et après 40 ans, on a facilement plus de 80% d'embryons qui vont être anormaux d'un point de vue chromosomique. Donc pourquoi transférer ces embryons ? On peut se poser la question. Alors la législation diffère dans les différents pays. Le DPIA est autorisé dans presque tous les pays européens et du monde. On voit en Europe que la France, l'Allemagne et la Hongrie qui ont une législation qui est encore restrictive quant à l'utilisation de ces techniques et la réalisation du DPIA pour d'autres applications autres que les couples porteurs d'anomalies identifiées. Alors, est-ce que ça marche ? C'est les questions suivantes qu'on peut se poser. Il y a eu de nombreuses études avec, quand même, il faut bien le dire, des résultats un petit peu contrastés. Donc là, c'est une grande étude récente qui portait sur tous les patients ayant recours à l'EXI, mais c'est des patients de bon pronostic et il fallait qu'arriver à J5, le couple ait au moins 2 blastocystes de bonne qualité. Et donc là, on voit, alors il faut regarder juste les petits carrés ici. Donc pour les patientes de moins de 35 ans, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Le DPIA n'apportait pas d'avantage. Il n'y avait pas un meilleur taux de grossesse. Il y avait même un meilleur taux de grossesse pour les contrôles. Mais à partir de 35 ans, on voit que ça s'inverse. Et que pour les contrôles, on a 37% de taux de grossesse par embryon transféré et 51 pour le DPIA. Ensuite, pour les autres indications, fausse couche à répétition, là encore une étude qui s'adresse aux couples de bon pronostic. Alors fausse couche à répétition, c'est au moins 3 fausses couches survenues précédemment. Là, on voit que le taux de grossesse par transfert embryonnaire est bien meilleur quand on utilise le DPIA, 47 versus 33, avec une diminution de la survenue des fausses couches. Après, si on regarde les données d'un peu plus près, alors ce graphe c'est un petit peu compliqué, mais ce qui nous permet de voir, c'est qu'en fait, le bénéfice, il y a peu de différence, peu de bénéfices pour là encore les patientes jeunes, mais qu'à partir de 38 ans, c'est là où vraiment il y a une grosse différence, où il y a un gain à la fois au niveau du taux de grossesse par transfert embryonnaire et une diminution des fausses couches. Ça, c'est une autre étude, et après j'en ai terminé, je crois. Enfin, terminé pour les études. Les deux groupes ont été étudiés, les fausses couches récurrentes et les patients avec des échecs répétés de FIV. Dans les deux cas, on voit qu'on a une nette amélioration, presque un doublement du taux de grossesse par transfert embryonnaire quand on utilise le DPIA. Mais là encore, toujours pour les patients de bon pronostic. Quand on regarde les résultats, on voit que là, la bande bleue, pour les pertes de grossesse et pour les échecs répétés de FIV, cette bande-là, c'est le pourcentage d'embryons euploïdes normaux. Et on voit que dans les deux cas, il y a moins de 30% qui sont normaux d'un point de vue chromosomique. Donc
Et si on compare encore les deux groupes, les échecs répétés ou les fausses couches à répétition, on voit qu'on a, à partir de 41 ans, moins de 10% des embryons qui sont euploïdes. Et ils ont fait ce petit calcul. Alors, selon l'âge, le nombre de cycles nécessaires pour espérer avoir un embryon sain à 41 ans pour le groupe le plus défavorable, les fausses couches, les échecs répétés de FIV, il faudrait réaliser jusqu'à 9 cycles de fécondation, c'est un petit calcul théorique, pour espérer avoir un seul embryon euploïde sans anomalie chromosomique. Donc, alors ces études, elles sont intéressantes et elles montrent ce qu'elles montrent, hein, elles sont factuelles, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles indiquent uniquement le taux de grossesse par transfert embryonnaire. Donc c'est uniquement pour les couples pour lesquels on peut aller jusqu'au transfert embryonnaire. Et donc ce sont des taux qui sont toujours calculés uniquement pour les patientes avec une bonne réponse ovarienne. Et la plupart des patientes, surtout les patientes d'âge avancé, ne vont pas avoir 3 blastocystes à l'issue de leur stimulation. Donc il y a beaucoup de couples qui ne seront pas éligibles de toute façon au DPIA à l'issue de la tentative. Ensuite, voilà, ce qui est un autre marqueur qui est intéressant, ce serait le taux de grossesse cumulé. Peut-être plus que le taux de transfert embryonnaire. Là, il y a une grande étude qui a été réalisée en 2021 sur toutes les patientes, mais là encore, c'était des patientes jeunes avec au moins 3 blastocystes obtenus à J5. Alors, il y a un cycle qui est réalisé pour toutes les patientes, tous les embryons sont congelés, et puis il y a 2 groupes qui sont faits avec diagnostic ou sans diagnostic. Et là, ce qu'ils ont observé, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas d'amélioration. Le taux de grossesse cumulé était de 82% pour le groupe contrôle, était de 77% pour le groupe avec des aneuploïdies. Donc il n'y avait pas d'amélioration des taux de naissance dans cette étude-là quand on prend le taux de grossesse cumulé. Mais il y avait quand même une diminution du nombre de fausses couches. Déjà. Alors, encore deux petites diapos. Donc, on a les 2 situations ici. Bon, généralement, on va avoir soit un embryon normal, et quand on va prélever nos cellules ici du trophectoderme, on va avoir un diagnostic qui va correspondre au génotype des cellules de la masse interne, qui sont les cellules qui vont donner le fœtus. Idem ici. Mais une des difficultés, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a pas mal de cellules, d'embryons qui sont en mosaïque. Et là, quand on fait un prélèvement et qu'on a un résultat qui est mitigé, à moitié-moitié, ben c'est soit que les cellules qui nous intéressent, qui vont donner le fœtus, sont également en mosaïque, et là on ne sait pas quel sera le devenir du fœtus et de l'enfant. Ici, l'enfant peut être sain alors que les cellules sont en mosaïque, ou ici, l'enfant peut être atteint alors que les cellules du trophectoderme sont en mosaïque. Donc, depuis quelques années, les équipes qui réalisent ces DPIA dans le monde prennent conscience qu'il y a un nombre important d'embryons en mosaïque, et la difficulté, c'est que faire quand on a un diagnostic ambigu pour certains embryons? Est-ce qu'il faut les détruire ou est-ce qu'il faut les transférer? Alors, il y a un certain nombre de centres qui ont réalisé le transfert de ces embryons en mosaïque, et ils sont aperçus qu'on a un taux de grossesse qui n'est pas négligeable, 35% de naissance et d'embryons sains quand on transfère ces embryons en mosaïque, contre 60% de naissance quand on transfère des embryons sains sans anomalie chromosomique. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut être conservateur, ne pas prendre de risque de transmettre un embryon aneuploïde, ou si on détruit tous ces embryons, ça peut entraîner une perte de chance pour le couple parce qu'on va détruire des embryons qui pourraient se développer correctement. Donc en conclusion, quel est l'intérêt des indications pour le DPIA? Le taux de grossesse par embryonnaire est amélioré pour certaines indications, en particulier pour l'âge maternel avancé, les fausses couches récurrentes et les échecs répétés de FIV. Et le bénéfice est toujours majoré pour les patients d'âge maternel avancé, mais seulement une minorité de patients pourront en profiter, surtout les patientes d'âge avancé, car elles auront peu ou pas d'embryon, pas de blastocystes. Ensuite, l'interprétation des résultats et la conduite à tenir en fonction des résultats sont compliqués par la présence fréquente d'embryons aneuploïdes, mosaïques, et donc une attitude trop conservatrice peut diminuer les chances de réussite.
Globalement, le taux de grossesse cumulé n'est pas amélioré dans le DPIA, c'est ce qu'a montré cette étude récente. Mais pour les couples avec une cohorte embryonnaire importante, le DPIA va quand même, quoi qu'il en soit, réduire le nombre de transferts embryonnaires, le nombre de fausses couches et le temps nécessaire pour obtenir une grossesse. Donc ça veut dire qu'il faut définir des critères et des seuils en termes de nombre d'embryons pour que le DPA puisse être appliqué et soit bénéfique. Et actuellement en France, dans le cadre de la loi actuelle, l'utilisation des DPI au débit permettra de réduire le temps de mise au point, de réduire le temps de prise en charge des patients, probablement le coût global. Là, il faudra réaliser une étude médico-économique. Et à terme, j'espère que la législation évoluera pour prendre en compte toutes les anomalies observées dans le cadre au moins des DPI, pas qu'on se voile les yeux quand on observe une autre anomalie que celle qui est concernée par le diagnostic qu'on réalise pour le couple. Et j'espère qu'on pourra évoluer vers une extension des indications pour les 3 indications mentionnées précédemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis désolé d'avoir débordé. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. On va passer maintenant au Dr Juliette Nectou, qui est généticienne moléculaire à l'hôpital Cochin de Paris, qui est très investie depuis 10 ans maintenant dans la mise en place du diagnostic prénatal non invasif, donc d'abord sur le sexe fœtal, puis sur les diagnostics d'exclusion quand les mutations sont paternelles, avec le développement souhaité de la mise en évidence aussi des mutations maternelles maintenant. Donc 20 minutes de présentation pour nous expliquer cette introduction. Bon, ne comptez pas sur moi pour rattraper le retard. Je fais aussi partie de la team des bavards. Donc, maintenant que vous n'ignorez plus rien sur le DPI et les techniques pangénomiques, moi, je vais vous parler un peu du diagnostic prénatal non-invasif des maladies monogéniques, qui sont ces maladies qui sont dues à une mutation ciblée dans un gène particulier. Donc, en revenant aux définitions, déjà pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, parce que quand on parle de DPNI, justement, on ne parle pas tous de la même chose. Quand on parle du DPNI des aneuploïdies, donc toutes les anomalies chromosomiques, vous entendrez parler du DPNI des aneuploïdies beaucoup plus souvent que celui des maladies monogéniques. Il s'agit d'un D de dépistage. Et en effet, à chaque fois qu'on a un résultat positif avec un risque accru d'avoir un fœtus porteur d'une aneuploïdie, il faut faire un prélèvement invasif pour confirmer ce résultat. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on étudie l'ADN fœtal circulant, c'est pas de l'ADN fœtal, c'est de l'ADN qui est issu du trophoblaste. Et donc, on peut avoir des mosaïques qui sont confinées au placenta et qui donnent des résultats faussement positifs avec un placenta vraiment porteur d'une aneuploïdie et un bébé normal. Donc, un DPNI aneuploïdie, résultat positif, confirmation par un prélèvement invasif. En revanche, quand on parle des maladies monogéniques, ça implique de faire bien souvent des tests qui sont ciblés, soit spécifiques de la maladie, voire spécifiques de la mutation qu'on va étudier. Et il n'y a pas de mosaïques qui sont décrites comme ça dans le cas des mutations qui seraient transmises d'un parent à son fœtus. Donc on n'est pas limité par ce risque de mosaïque placentaire et on peut écarter le risque de mosaïque germinale de la maman en testant en parallèle l'ADN germinal maternel. Du coup, quand on parle du DPNI des maladies monogéniques, c'est un D de diagnostic. Et quand on rend un résultat, il n'y a pas besoin de faire un prélèvement invasif de confirmation. Alors en France, il y a presque, selon les résultats le bilan de l'ABM pour 2022, il y a presque 2800 prélèvements invasifs qui sont réalisés chaque année pour pouvoir proposer du DPN de maladies monogéniques. On sait que ces gestes sont associés à une anxiété parentale accrue du fait du faible risque de fausses couches. Et en parallèle, avec toutes les avancées de la médecine génomique, de la médecine prénatale, on peut parier que dans les prochaines années, on sera en mesure de proposer de plus en plus de thérapies, soit en période néonatale précoce, soit dès la phase in utero. Par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup des modulateurs de CFTR qui permettent vraiment d'amender les symptômes de la mucoviscidose et qui sont proposés à des enfants de plus en plus jeunes et pourquoi pas dès la phase in utero dans quelques années. D'où la nécessité de pouvoir proposer un diagnostic prénatal qui soit précoce,
fiable et sûr. Donc aujourd'hui, c'est pour permettre aux parents de prendre des décisions éclairées quant à la grossesse en cours, pas seulement IMG ou pas IMG, ça peut être aussi le choix du lieu d'accouchement ou un traitement très très précoce. Et puis demain, ça sera aussi pour nous permettre de traiter les embryons atteints dès la phase in utero. Donc le DPNI des maladies monogéniques a connu un essor beaucoup moins important que celui des aneuploïdies, parce qu'en fait dans les aneuploïdies, il a fallu faire un test qu'on pouvait proposer à toutes les femmes enceintes. Dans les maladies monogéniques, bien souvent, on l'a dit, ce sont des tests ciblés, spécifiques de chaque mutation ou de chaque maladie. Donc du coup, c'est consommateur de beaucoup plus de ressources financières et humaines, donc sans surprise, ça a moins intéressé les grandes industries. Dès les années, donc la présence d'ADN fœtal circulant a été mise en évidence par Dennis Lowe en 97. 3 ans seulement plus tard, on a eu la preuve de concept que le DPNI des maladies monogéniques pouvait fonctionner. C'était sur une dystrophie myotonique, mais il a fallu attendre 2012 pour que ces tests puissent commencer à être proposés dans le secteur public. Et donc en 2012, il y a la NHS au Royaume-Uni, puis peu après en France, qui a autorisé de proposer dans un secteur public le DPNI pour l'achondroplasie et dysplasie thanatophore. Nous, on s'est mis en 2017 à proposer un DPNI d'exclusion pour tous les variants, soit des novos, soit hérités du père. Et puis voilà. Et globalement, l'essor du DPNI maladie monogénique est moins important que l'essor du DPNI aneuploïdie. Et à part en France et au Royaume-Uni, il n'est pas proposé beaucoup ailleurs dans le monde. Donc, on peut distinguer 2 grands types d'applications. Il va y avoir une application relativement simple, qui est d'aller détecter des anomalies qualitatives, une détection qualitative de mutations qui seraient absentes du génome maternel. Parce que dans ce cas-là, on n'est pas gêné par le génome maternel. Donc là, si ce grand rectangle représente l'ensemble des brins d'ADN circulant et le petit rectangle, la contribution fœtale, quand on cherche une mutation dont la mère n'est pas porteuse, c'est facile. Si on la met en évidence, c'est que le fœtus en est porteur. Ça va nous permettre de proposer du DPNI pour les maladies associées à des mutations de novo, des mutations dominantes transmises par le père ou du DPNI d'exclusion pour les mutations récessives. En revanche, quand on va s'intéresser au 2e type d'application, d'aller chercher des mutations pour lesquelles la mère est porteuse de la mutation, ça va être beaucoup plus compliqué et j'y reviendrai après. Donc prenons le 1er type d'application, la détection qualitative de variants absents du génome maternel. Originellement, on a proposé, pour répondre à ce besoin-là, de faire de la PCR suivie de digestion par des enzymes de restriction qui coupent ou pas en fonction de si la mutation est présente ou pas. Donc ça a l'avantage d'être rapide, simple, peu coûteux. Ça a été appliqué avec succès pour certaines mutations dans la mucoviscidose, la chondroplasie et dysplasie thanatophore. En revanche, ça peut être proposé que si la mutation est sur un site de restriction, donc ça concerne assez peu de variants, et puis il y a quand même un taux élevé de résultats non conclusifs. Du coup, après, avec l'essor de toutes les techniques de NGS, on a pu commencer à proposer des panels de capture avec toutes les régions exoniques des gènes d'intérêt, ce qui nous permettait de proposer du DPNI pour tous les variants exoniques des gènes concernés. C'est relativement économique. Ça a été appliqué avec succès. C'est toujours appliqué au Royaume-Uni pour faire du DPNI pour l'achondroplasie, les dysplasies thanatophores et du DPNI d'exclusion sur les mutations paternelles de la muco, de la bêta-thalassémie. En revanche, ça ne convient pas pour les gènes qui sont rarement impliqués avec de rares demandes de diagnostic prénatal parce que ça nécessite de faire des panels de capture qu'il faut prévoir en amont. Et c'est quand même associé à certains faux positifs et faux négatifs qui ont été décrits dans la littérature à cause d'un risque d'allèle drop-out. Du coup, nous, quand on s'est lancé dans cette aventure en 2013, on a choisi de parier sur la PCR digitale, qui est extrêmement sensible et spécifique et particulièrement adaptée quand on a besoin d'aller détecter des événements rares. Donc on développe des essais spécifiques à chaque fois qu'une famille arrive à risque de transmettre telle mutation paternelle. On va développer un essai spécifique de la mutation paternelle. Donc ça peut être adapté à n'importe quel gène, même s'il est même si on a une demande dans l'année de diagnostic prénatal pour ce gène-là. En revanche, ça ne convient que pour des mutations ponctuelles, parce qu'il faut faire un essai des sondes Tachman spécifiques de ces mutations.
Et puis c'est consommateur de pas mal de ressources humaines et financières. Les techniciennes avec qui je travaille sont là pour en témoigner. Donc le principe de la PCR digitale est relativement simple. Ça est basé sur le partitionnement de l'échantillon. Donc on a un mix de PCR ici qui va être émulsionné en dizaines de milliers de gouttelettes dans lesquelles se répartissent aléatoirement les cibles d'ADN. Si la cible est présente dans une gouttelette, elle va être amplifiée à l'aide d'un essai Tachmann. Donc la gouttelette va devenir fluorescente. Et après une PCR en point final, chaque gouttelette passe devant un lecteur de fluorescence qui va compter le nombre de gouttelettes fluorescentes et donc qui va nous donner une quantification absolue du nombre de cibles qu'on avait initialement présentes dans l'échantillon. Donc, comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on a une demande, on fait l'essai spécifique, on passe nos contrôles qualité sur les ADN germinaux du père et de la mère. Dès que les contrôles qualité sont validés, on propose de prélever la femme enceinte à partir de 10 semaines d'aménorrhée. Donc ici, un exemple pour une famille dont le père était à risque de transmettre la delta F508, la mutation la plus fréquente dans la chondroplasie. Vous voyez ici en PCR digital, donc chaque gouttelette bleue représente une gouttelette qui a au moins une cible d'ADN porteur de la mutation. Et là, ce sont les cibles ADN wild type. Donc on confirme que le père est bien hétérozygote et qu'on n'a pas d'allèle drop-out sur la mutation. On passe la mère en parallèle, son ADN leucocytaire, on confirme qu'elle est bien homozygote saine. Et quand on passe le plasma maternel, on met en évidence, dans ce cas-là, quelques gouttelettes fluorescentes bleues, ce qui indique que le fœtus est porteur de la mutation. Alors là, comme on est dans le cadre de la mucoviscidose, qui est une maladie récessive, on en conclut que le fœtus est porteur de la mutation paternelle et qu'il faut donc aller faire un prélèvement invasif, non pour confirmer notre résultat, mais pour aller vérifier son statut vis-à-vis de la mutation maternelle. Donc voilà le workflow qu'on propose en pratique. Un conseil génétique précoce, ça va intéresser toutes les familles qui sont à risque 25 ou 50% de transmettre une maladie monogénique quand les parents sont porteurs de mutations différentes. Donc on design, on commande, on fait nos mises au point, nos contrôles qualité. Ça nous prend environ 3 semaines. Dès que ça s'est passé, c'est 97% de réussite, les contrôles qualité. On propose la prise de sang maternelle. On fait notre PCR digital, on évalue la fraction fœtale, on recherche le variant paternel et 3 possibilités. Soit on ne met pas en évidence le variant paternel et on a une fraction fœtale suffisante, on en déduit que le fœtus est non atteint et on demande un prélèvement de confirmation une semaine plus tard pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur d'identitovigilance et d'échange de tubes ou d'ADN à n'importe quelle étape du process. Soit la mutation paternelle est mise en évidence, on en déduit que le fœtus est atteint s'il s'agit d'une maladie dominante ou porteur s'il s'agit d'une maladie récessive, et dans ce cas-là, on recommande un prélèvement invasif. Soit il y a une fraction fœtale insuffisante, et dans ce cas-là, on recommande une deuxième prise de sang. Donc on s'y était lancé en 2017 et au fur et à mesure, il y a d'autres labos qui nous ont rejoints. Donc on forme maintenant le réseau français des laboratoires du DPNI d'exclusion des maladies monogéniques, ce qui nous permet d'échanger tous nos protocoles, d'avoir les mêmes contrôles qualité et de faire des échanges interlaboratoires. Là, en fin septembre 2023, on avait réalisé au total de nos 5 labos plus de 800 DPNI qui impliquaient plus de 380 designs pour des mutations spécifiques dans plus de 200 gènes différents. Et à ce jour, aucun faux positif, aucun faux négatif n'a été rapporté. On va maintenant s'intéresser à la partie un peu plus compliquée qui est d'aller détecter quantitativement des mutations qui sont présentes dans le génome maternel. Donc quand la mère est elle-même hétérozygote. Ça nous permettra à terme de proposer le DPNI, même dans les maladies dominantes quand elles sont transmises par la mère, un DPNI pour toutes les maladies récessives, sans besoin de prélèvement invasif si le fœtus est porteur de la mutation paternelle, et du DPNI pour toutes les maladies liées à l'X. Et alors cette fois, si la première application était relativement simple parce que c'était d'aller mettre en évidence une mutation qu'on ne voyait pas, ici la mutation, elle est partout puisque la mère en est porteuse. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc imaginons une famille avec les 2 parents porteurs de la même mutation. Dans ces cas-là, à chaque grossesse, il y a 3 possibilités. Soit la mère enceinte hétérozygote est elle-même enceinte d'un fœtus de même génotype, donc hétérozygote. Donc dans le plasma maternel, on aura ce qu'on appelle une balance allélique équilibrée. Ça veut dire autant d'allèles wild type que d'allèles mutés en circulation.
Dans les 2 autres cas, en revanche, si la mère est enceinte d'un fœtus homozygote atteint, porteur homozygote de la mutation, on aura un tout petit déséquilibre de la balance allélique en faveur de l'allèle muté porté par le fœtus. Et ce petit déséquilibre, il va être fonction de la fraction fœtale. Si on a une fraction fœtale de 20% dans le plasma maternel, ce sera un franc déséquilibre. Si on a une fraction fœtale de 3%, ce sera un tout petit déséquilibre. Inversement, si elle est enceinte d'un fœtus homozygote sain, on aura un déséquilibre en faveur de l'allèle wild type. Donc finalement, ce sont des tests statistiques qui vont nous permettre de dire est-ce qu'il y a un déséquilibre ou est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre. Il y a 2 tests statistiques qui ont tous les 2 été proposés par Denis Law, le même qui avait découvert la présence d'ADN fœtal circulant, qui sont un test direct, le dosage relatif de mutation, et un test indirect, le dosage relatif d'haplotype. Alors le dosage de relatif de mutation, il s'appuie lui aussi sur l'extrême sensibilité de la PCR digitale. Il va tester la mutation d'intérêt, permettre d'évaluer les abondances relatives des allèles wild type et mutés. Et il a un avantage sur la seconde méthode, c'est que comme on ne passe pas par une étude indirecte d'haplotype, il n'y a pas besoin de reconstruire ces haplotypes, donc pas besoin d'un cas index. En revanche, comme on ne s'intéresse qu'à une seule mutation, enfin un seul endroit dans le génome qui est la mutation d'intérêt, et que quand même dans l'ADN qu'on extrait du plasma, il n'y a pas beaucoup de cibles, du coup on a une robustesse statistique qui n'est pas énorme. Donc il y a eu des études de preuve de concept qui ont montré que cette technologie pouvait aider à répondre à la question, mais à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a aucun labo dans le monde qui la propose en routine clinique, du fait de ce manque de robustesse statistique qui est associé à vraiment trop de résultats, plus de la moitié de résultats non conclusifs, et même dans les résultats conclusifs, des faux positifs et des faux négatifs. Du coup, on ne peut pas prendre ce risque-là. Du coup, Denis Law a proposé une deuxième approche, le dosage relatif d'haplotype. Donc cette fois, c'est une approche indirecte, donc par NGS, plus par PCR digital, où on va interroger tous les SNP dans la région d'intérêt. Donc on prend le gène, 2 mégabases de part et d'autre, et on interroge tous les SNP informatifs de cette région-là. Du coup, statistiquement parlant, on est beaucoup plus robuste. Ça permet de proposer du DPNI pour de multiples anomalies génétiques. On fait un panel de gènes, et donc on peut proposer le DPNI pour tous les gènes qui sont sur notre panel de gènes. Il y a une énorme robustesse statistique et des très bonnes performances diagnostiques. Et donc, il y a plein de papiers qui ont démontré, il y a 10 papiers qui ont démontré que ça marchait très bien dans le cadre de la bêta-thalassémie, l'hyperplasie des congénitales des surrénales, les hémophilies, le déficit en cobalamine C. Et au Royaume-Uni, c'est même proposé maintenant en routine diagnostique dans le secteur public pour la myopatite du chêne, la myotrophie spinale et la mucoviscidose. Les limites de cette approche, c'est qu'il faut reconstruire les haplotypes parentaux. Donc, il y a besoin de la disponibilité de l'ADN d'un cas index. Ça peut être un premier enfant malade ou un premier enfant sain ou un frère atteint de la mère, par exemple, dans une maladie liée à l'X. Et au jour d'aujourd'hui, pour reproduire les résultats qui avaient été publiés, il n'était pas friand de description statistique et donc on n'avait pas du tout de contrôle sur l'erreur statistique qu'il prenait et il n'y avait pas non plus du tout de description explicite des contrôles qualité. Du coup, on a décidé de mener notre propre étude et d'améliorer cette super approche proposée par Denis Law. Donc on a fait une étude qui s'appelait l'étude d'Annie où on a inclus des femmes enceintes à risque de transmettre les maladies monogéniques suivantes. Et puis, on a séquencé comme ça, à chaque fois, l'ADN génomique de la mère, du père, du fœtus, d'un cas index pour reconstruire les haplotypes parentaux et l'ADN plasmatique. Et ça nous permet de répondre à la question est-ce que le fœtus est sain ou atteint. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer beaucoup dans les détails, mais en tout cas, on était content parce qu'on a pu mettre plein de contrôles qualité. On sait exactement quelle erreur statistique on accepte de prendre, qui est une erreur statistique environ de 1 sur 1000 à chaque 10 SNP. Et comme on répond sur une région d'environ 1000 SNP, si tous les 10 SNP, on a la même réponse, même avec une erreur de 1 sur 1000, à la fin, notre taux d'erreur est complètement négligeable. Ça a l'intérêt d'être adapté à la plupart des situations cliniques, tous les modes de transmission, tous les types d'anomalies moléculaires. Il y a plein de paramètres qui sont ajustables par l'utilisateur, de nombreux points de contrôle qualité. Bref, on est très content. Donc voilà quelques exemples. Une famille à risque de transmettre la delta F508. Le cas index est un premier enfant atteint. On prélève la mère au décours de sa seconde grossesse. Et donc là,
il y a des SNP qui nous permettent d'évaluer la fraction fœtale qu'il y a dans le prélèvement de plasma maternel, d'évaluer notre bruit de fond de séquençage, de regarder si le papa a transmis son allèle wild type ou son allèle muté. Donc ici, on ne met en évidence que les SNP qui étaient situés sur son allèle wild type. On en déduit qu'il a transmis celui-ci. Et là, c'est la confirmation à partir du prélèvement invasif, parce que bien sûr, le temps de l'étude, on fait le prélèvement invasif même sur cette grossesse-là. Et là, c'est l'étude quantitative des mutations transmises, enfin des SNP transmises par la mère sur la région d'intérêt. Donc vous voyez là, chaque bloc est associé à un risque de 1 sur 1000 de faire une erreur. Donc quand on a tous ces blocs qui nous donnent la même réponse, on est assez sûr de dire que le fœtus a hérité de l'haplotype non à risque de sa maman. Et donc il est non atteint de mucoviscidose. Un exemple pour une maladie dominante, la neurofibromatose de type 1. Donc là, le cas index, on a pu utiliser un premier enfant sain, ce qui nous permet de connaître l'allèle sain du père et de la mère, et donc de rechercher l'haplotype à risque dans le plasma maternel. Et là, dans ce cas-ci, on voit que la maman a transmis son haplotype muté. C'était confirmé par le prélèvement invasif. Et là, un joli exemple de recombinaison pour dire qu'on est également capable de voir les recombinaisons là dans une maladie liée à l'X, la myopathie de Duchenne. Donc voilà, au total, sur notre cohorte, là, on en a passé d'autres récemment, donc les chiffres ne sont pas totalement mis à jour, mais il y avait sur 70 analyses, on en avait 67 avec un résultat conclusif et concordant, ça veut dire qu'il y en avait 3 non conclusifs. Voilà, non conclusif, mais quand même concordant. Donc là, on voit il n'y a pas assez de blocs, on ne va pas pouvoir répondre, mais on voit que globalement, c'est rouge et effectivement, le fœtus était atteint. Pareil dans les autres cas. Il y avait zéro analyse avec un résultat discordant. Donc on peut en déduire, même si ce sont de tout petits chiffres, une spécificité à 100% et une sensibilité à 96%. Donc ces résultats étaient suffisamment encourageants pour qu'on puisse dire, bon, on tient quelque chose qui marche, mais on ne va pas le développer juste dans notre labo. Donc on va contacter d'autres labos qui sont intéressés par faire du DPNI des maladies monogéniques, et puis on va échanger et leur apprendre notre protocole. Et donc on a fait ça, et on est financé maintenant par un PHRC pour pouvoir, entre 9 labos différents, proposer le DPNI de toutes ces patientes-là. Et un jour, on pourra commencer à inclure les patientes, mais on a quelques soucis réglementaires, d'inertie réglementaire. Voilà. Bon, alors si je fais un petit récap, l'offre actuelle du DPNI des maladies monogéniques, on la propose en pratique, en routine clinique, pour tout le DPNI d'exclusion des variants de novo ou des variants paternels. C'est non applicable dans le cas des grands réarrangements, des maladies par expansion de triplé, et en cas de maladie récessive, si le variant paternel est mis en évidence, on demande un prélèvement invasif pour voir le variant maternel. Le DPNI de toutes les maladies monogéniques, là, par cette approche indirecte RHDO, pour l'instant, il est proposé juste au Royaume-Uni, en France dans 2 ans, je l'espère. On a pu montrer qu'il était spécifique et sensible, universel dans le sens où il est applicable à tous les types de mutations, tous les modes de transmission, adaptable parce que nous on l'a fait pour nos gènes d'intérêt, mais on peut l'adapter aux autres gènes d'intérêt des labos avec qui on travaille, et pas besoin de confirmation par un prélèvement invasif. En revanche, il y a besoin de la disponibilité d'un cas index. Et quelques mots sur les perspectives, les futures directions. Justement, on essaye de développer des approches de RHDO où il n'y aurait pas besoin de la disponibilité de l'ADN d'un cas index. Donc, par exemple, si on pouvait séquencer avec des technologies de séquençage très long brun l'ADN des parents, ça nous permettrait de fuser de savoir si c'est en cis ou en trans, et donc de phaser la mutation des parents avec les SNP informatifs, et on n'aurait plus besoin de l'ADN d'un cas index. On va également pouvoir optimiser toutes les performances du DPNI avec l'augmentation des connaissances concernant l'ADN circulant. C'est un champ fascinant de recherche en ce moment, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et juste quelques mots quand même sur l'offre actuelle. Donc nous, dans la grande majorité des cas, quand on propose dans tous les cas, quand on propose du DPNI, on suit les mêmes recommandations que celles du DPN invasif en termes de pour quelle pathologie on propose ou pas du DPN ou du DPNI, et à qui on va le proposer. Et là, de plus en plus, on voit des offres commerciales qui proposent de faire du DPNI pour des grossesses à bas risque, en allant tester les aneuploïdies et aussi plein de gènes associés à des maladies monogéniques. Et ça nous pose beaucoup de questions, à la fois parce qu'il n'y a pas du tout de recul technique
et il y a une absence de contrôle à large échelle, et aussi parce que comment vont être conseillées ces femmes, parce que finalement c'est des offres commerciales, elles peuvent envoyer leur écouvillon, c'est pas proposé en France, mais elles peuvent l'envoyer à l'étranger, et donc qui va assurer le conseil génétique pré-test, post-test, et comment elles vont être, qui va les prévenir des maladies avec une pénétrance incomplète, avec une expressivité très variable, des conséquences sur elles, sur leur grossesse, mais aussi sur leur famille élargie, s'il y a des porteurs, etc. Pour l'instant, c'est pas du tout encadré et il y aurait besoin d'un encadrement législatif très, très accru là-dessus. Du coup, c'est ma dernière diapositive. Quand on parle de toutes les avancées du DPNI, il ne faut pas oublier les enjeux à la fois économiques, sociaux et éthiques. Alors économiques dans le sens où le DPNI d'exclusion, celui qu'on propose actuellement en PCR digital, il est souvent moins cher ou au même prix qu'un DPN invasif. Par contre, quand on proposera le DPNI de toutes les maladies monogéniques par l'approche RHDO qui va impliquer le séquençage NGS de tous les apparentés, du co-index et tout ça, ça va coûter plus cher. Et donc, qui va prendre en charge ces analyses? Et puis, côté impacts sociaux et éthiques, il faut faire attention parce que le DPNI, du coup, c'est juste une prise de sang. Et il faut faire attention à la fois pour les patientes, mais aussi pour tout le personnel soignant qui conseille ces patientes à donner un conseil qui est aussi complet que dans le cadre d'un prélèvement invasif. Ce n'est pas juste une simple prise de sang. Et peut y avoir une dérive du fait de la simplicité de cette approche. Donc le conseil génétique est très important en pré-test pour toutes les implications, on en a parlé pour la grossesse de la patiente, pour la patiente et son conjoint et pour tous les apparentés familiaux au sens large. Il faut insister sur le conseil génétique en post-test. Qu'est-ce qu'on va faire? Des variants de signification indéterminés, des données additionnelles, etc., etc. Et attention aux dérives, au risque de dérive vers l'élargissement des indications de DPN, d'où la nécessité d'un encadrement institutionnel, de standards rigoureux, l'importance de former les professionnels de santé, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et la nécessité de diffuser et de partager largement ces connaissances. Je remercie l'Agence de biomédecine pour leur invitation, pour leur financement au début de notre étude, et les associations Vaincre la mucoviscidose, la FM Téléthon, le PHRC qui nous finance maintenant. Je remercie tous nos collègues qui sont ici et puis ceux avec qui on travaille, la bioinformatique et la biostatistique. Et on répondra tout à l'heure aux questions. Et donc nous accueillons le professeur Tania Attier. Donc le professeur Attier est généticienne à l'hôpital Necker Enfants Malades, Université Paris-Cité, et responsable également de l'unité de phétopathologie dans le service de médecine génomique des maladies rares. Elle est orientée vers les anomalies du développement fœtal et leurs causes génétiques, tant en termes de diagnostic que de recherche. Elle est également, depuis le commencement, interprétateur de séquençage de génome dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025 dans le laboratoire Sequoia. Et enfin, elle a mis en place plus récemment le séquençage d'exome prénatal à Necker et pour 2 CPDPN, Port-Royal et Cochin. Tania, à toi. Merci. Merci beaucoup Bénédicte. Donc merci beaucoup pour l'invitation et on m'a invité à parler de séquençage d'exome en prénatal, quel apport et quels enjeux. Donc je vous fais un petit rappel, mes diapositives sont très épurées, sur le contexte, les contextes du diagnostic prénatal. En résumé, on peut schématiquement dire qu'il y a les grossesses à risque pour lesquelles on connaît un risque pour le fœtus ou la maman d'ailleurs, et qui vont être surveillées, auxquelles on va pouvoir proposer, en raison de cet antécédent, une approche très ciblée. Ça peut être des antécédents de retard de croissance intra-utérin, avec des in utero. Donc ce n'est pas forcément toujours des grossesses à risque de maladies génétiques, mais ça peut l'être dans le contexte d'une grossesse avec un antécédent, soit d'un parent qui est atteint, soit d'une précédente grossesse avec un enfant ou un fœtus atteint. On l'oppose au dépistage morphologique qui permet, grâce aux échographies qui sont faites de façon systématique au cours de la grossesse, à une anomalie qui va être vue alors qu'on ne s'y attendait pas. C'est dans le contexte du suivi classique.
Et une anomalie morphologique est détectée dans 3% des grossesses. Donc ce n'est pas rare. Dans cette première approche, je ne reviens pas sur ce qui vous a déjà été présenté, puisque en cas de maladie génétique connue, on va pouvoir proposer soit un diagnostic prénatal invasif, soit un diagnostic, soit un diagnostic prénatal non invasif, on vient d'en parler, soit un diagnostic préimplantatoire, on vient d'en parler aussi. Dans la deuxième situation, où c'est un dépistage morphologique d'une anomalie vue à l'échographie, les couples sont référés dans des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, où l'objectif de l'équipe obstétricale et celle qui l'entoure va être de savoir si on peut rassurer sur l'anomalie qui a été détectée, dans la grande majorité des cas, heureusement, de voir quelle est la prise en charge de cette anomalie, par exemple une malformation cardiaque, un myéloméningocèle. Est-ce qu'il y a une maladie grave sous-jacente? Est-ce que cette anomalie ou maladie est curable? Parfois, on arrive à la conclusion que la maladie est incurable et d'une particulière gravité qui va aboutir à une demande d'interruption médicale de la grossesse. La question devant une anomalie vue à l'échographie, c'est quel est le risque qu'il puisse y avoir de façon associée et non visible à l'imagerie des troubles du neurodéveloppement associés qui ne seront jamais vus à l'imagerie et pour laquelle la réponse peut venir d'un test génétique. Donc le rôle du CPDPN, bien entendu, est aussi de définir la prise en charge, une thérapeutique éventuelle ciblée, et aussi d'accompagner les couples. Dans la grande majorité des cas, quand on a un diagnostic suspecté, on va faire une analyse ciblée. C'est le cas, par exemple, quand on suspecte une achondroplasie, pour lequel un diagnostic maintenant un DPNI monogénique peut répondre à la question, puisqu'il y a une variation récurrente, et ça peut se faire de façon non invasive. Cependant, on est amené à discuter à nos réunions de concertation pluridisciplinaire d'une suspicion forte, possible, de maladie génétique sous-jacente pour laquelle on n'a pas d'hypothèse diagnostique. Soit du fait de type de la malformation qui est vue, de l'anomalie qui est vue à l'échographie, soit du fait de l'association de plusieurs anomalies entre elles. Dans ce cas, ce sont des analyses non ciblées, pangénomiques, qui vont être réalisées. Et l'introduction maintenant des techniques qui permettent de repérer des anomalies à l'échelle du chromosome sont bien établies. Donc on est passé d'une étape où on faisait un karyotype à des techniques plus récentes qui permettent de voir des petits remaniements, plus petits que ce qui pourrait être visible sur le karyotype, dans le cas de ce qu'on appelle une analyse chromosomique sur puce à ADN, CGH, SNP-array. Cette analyse, enfin ces techniques ont permis d'augmenter le taux diagnostic d'anomalies chromosomiques dépistées, que ce soit en postnatal ou prénatal, d'environ 5-6%. De plus en plus, se discute à la suite de cette ACPA, si elle ne met pas en évidence d'anomalies, sont discutées au cas par cas la possibilité de réaliser un séquençage d'exomes. Et le séquençage d'exomes consiste, si vous voyez ici schématiquement l'ADN, on a représenté ici par des boîtes, ce qui représente les gènes représentant 2% de l'ensemble de notre génome. Donc on peut, avec cette technique, assez rapidement, et chez plusieurs patients simultanément, grâce au séquençage haut débit, donc, séquencer l'ensemble des gènes de notre génome, maintenant accessible dans le temps d'une grossesse. En plus de ce séquençage d'exomes, il existe une technique qui est beaucoup plus complète, c'est la solution la plus complète, qui permet de séquencer non pas juste les gènes, mais l'ensemble de l'ADN, tout le matériel génétique, c'est-à-dire les 3 milliards de paires de bases qui composent notre génome, pas uniquement les gènes, mais également les régions qui sont situées entre les gènes, ici. Et cette technique, en plus d'être plus complète en termes de séquençage,
elle permet de voir des choses qui ne sont pas vues par cette double approche, ACPA plus séquençage, si on ne réalise pas notamment de karyotypes, parce qu'elle permet non seulement de séquencer les gènes, mais elle permet également d'être quantitative et permet de repérer des remaniements quantitatifs. Elle permet en plus, chose que l'ACPA ne fait pas, de repérer des anomalies de structure qui n'impliquent pas un déséquilibre, comme des translocations, des inversions, qui sont vues par séquençage de génome, mais pas par ACPA ou séquençage d'exome. Donc, solution plus complète. Aujourd'hui, le séquençage de génome, il est accessible en France grâce au plan France Médecine Génomique 2025, qui a débuté en France en 2019, donc sur 2 plateformes qui sont grosso modo la plateforme Nord et Sud, Sequoia et Oragen. Et c'est possible évidemment grâce à un coût qui a été rapidement décroissant et qui va encore être réduit dans les 2 prochaines années. Donc aujourd'hui, il y a des indications précises pour lesquelles on peut prescrire un séquençage de génome. Il faut être prescripteur, ça se fait dans le cadre du plan maladie rare, ça passe par les centres de référence. Mais on ne peut pas, dans le cadre de du plan, réaliser un séquençage de génome pour des grossesses en cours. On peut le faire chez des enfants décédés, des adultes, des fœtus dont la grossesse a été interrompue, mais pas des grossesses en cours pour l'instant. Pourtant, ce séquençage de génome, pour faire simple, on va regarder juste ce qui est en rouge, a un apport diagnostique supplémentaire de 8% dans des études qui ont été faites en postnatal. Donc, quels sont finalement les apports de ces différentes techniques? Si le karyotype fait environ un diagnostic dans 17% des cas d'anomalie du développement, l'analyse sur puce ADN rajoute 6% de diagnostic. Le séquençage d'exome, ici en vert, va ajouter donc les gènes, on séquence tous les gènes, les séquences codantes, 35% de diagnostic. Et enfin, le séquençage de génome ici apporte 8% de diagnostic supplémentaire. Est-ce que c'est vrai tout le temps et est-ce que c'est vrai en prénatal? Pas tout à fait, parce qu'en prénatal, on va avoir plus de difficultés à arriver à un diagnostic. Alors, même si ces chiffres ici en bleu, ça représente les diagnostics que l'on fait en prénatal, en vert ici, c'est les diagnostics qu'on peut faire par séquençage d'exome ou de génome chez un enfant, et en rouge, chez un fœtus qui a été interrompu. Même si cette étude, on n'est pas tout à fait d'accord avec les chiffres annoncés en bleu, parce qu'on est quand même un peu meilleur que ça, elle démontre quand même qu'on a plus de difficultés à réaliser un diagnostic génétique en prénatal qu'en postnatal ou post-mortem. Quelles sont les raisons du taux diagnostic qui est un peu plus bas? C'est qu'on fait face à des incertitudes. La première incertitude, évidemment, du prénatal, c'est qu'on a accès aux signes que l'échographie voit, que l'imagerie voit. On n'a pas accès à tous les signes qui relèvent des fonctions ou du neurosensoriel. On ne sait pas si le fœtus, et c'est la question, a un déficit intellectuel, a une surdité, a une cécité, a une épilepsie, etc. Deuxièmement, on est limité par le temps au moment auquel on fait ce diagnostic, cette anomalie, ce diagnostic d'anomalie à la grossesse. L'échographie est dynamique, les signes cliniques d'une maladie sont dynamiques et on peut ne pas avoir un signe à un temps T et l'avoir 15 jours après, plusieurs semaines après, voire des signes de maladie apparaissent en postnatal et pas en prénatal. Donc on est limité du fait que les signes ne sont soit pas visibles, soit pas encore présents. Donc au final, il y a certaines maladies génétiques qui finalement sont assez superposables en pré- et postnatal, quand il s'agit de maladies surtout avec des signes, des malformations visibles. Exemple, syndrome Charge, on en fait parfaitement le diagnostic à l'échographie ou à l'imagerie de façon globale. Parfois, on n'a qu'un petit bout, un signe de la maladie, et on n'a pas tous les autres parce qu'ils apparaissent plus tard, voire en postnatal. À l'inverse, il y a des maladies pour lesquelles, finalement, ce qu'on connaît en pédiatrie, qui représente la barre verte ici,
Ce n'est finalement que le sommet de l'iceberg, imaginons ça comme ça. Et ce qu'on voit en prénatal, ce sont les formes plus sévères. Et on n'a pas encore forcément fait le lien entre les signes qu'on peut voir en prénatal et ceux qu'on voit en postnatal. Pour certaines maladies, les signes connus de la maladie en postnatal sont complètement différents de celles qu'on connaît, nous, en prénatal. On ne fait pas le diagnostic de rhasopathie, le syndrome de Noonan, devant les mêmes signes en postnatal, en pédiatrie, qu'en prénatal. En prénatal, on va y penser devant un hydrothorax et un anasarque fœtoplacentaire, le fœtus rempli d'eau, qui est spécifique à la grossesse. Donc on a appris à reconnaître, c'est l'exemple type qui, pour nous, est facile, d'une maladie génétique connue, bien connue en postnatal, maintenant qu'on connaît bien en prénatal, y compris nos collègues obstétriciens, et on apprend à reconnaître les signes qui sont spécifiques et différents. Enfin, pour la majeure partie des gènes qui ont été identifiés, ils ont été identifiés parce qu'on a fait des recherches et on a trouvé un nouveau gène chez des enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Beaucoup de gènes, aujourd'hui, sont publiés, connus, mais pour lesquels aucun signe prénatal n'est rapporté dans les publications. On ne sait pas s'il y a possibilité pour ces gènes qu'il puisse y avoir des petits signes à l'échographie. Elles ne sont pas en tout cas décrites dans les publications. Dernière case, il y a des maladies, et j'étais un peu là-dessus sur mon côté recherche pendant plusieurs années, qui ne touchent que le fœtus. C'est très grave, c'est létal, et si on ne fait pas une recherche spécifique ici de gènes responsables de ces pathologies, c'est pas en postnatal qu'on trouvera les gènes. Un exemple, le syndrome de Fowler, le syndrome de Meckel. Et certains de ces gènes, finalement, nous ont permis d'être dans cette situation-là, où finalement, nous, on avait le phénotype extrême, et on a trouvé quel était le phénotype postnatal possible après. Donc, on l'a fait un peu à l'inverse. Donc, voilà les difficultés en termes de phénotype pour les maladies. Eh bien, le fait, finalement, de ne pas savoir si une variation peut être responsable ou pas de la maladie, parce qu'on n'a pas tous les signes, parce qu'on n'arrive pas à la corréler, dire oui, cette variation dans ce gène peut expliquer ce signe, je ne sais pas, génère beaucoup plus de variations de signification incertaine. Vous allez entendre parler de VSI, variante de signification incertaine. Qu'est-ce que c'est qu'une variation de signification incertaine? C'est juste, on ne sait pas. On ne sait pas, ça pourrait être quelque chose de tout à fait bénin, ça pourrait être quelque chose de pathogène, pouvant expliquer les signes en tout cas observés, ou la pathologie en postnatal. En tout cas, pour ces VSI, quand on les retient, c'est parce que potentiellement, on pourrait être amené avec des études complémentaires à reclasser ce variant de signification incertaine et le refaire basculer soit en bénin, soit en pathogène, au terme d'études complémentaires qui peuvent être des analyses de ségrégation familiale, c'est présent chez un individu sain dans la famille, on peut l'exclure. D'études fonctionnelles. En tout cas, il faut davantage de temps, qu'on n'a pas toujours en cours de grossesse, pour conclure. Ces variants de signification incertaine, ils n'apportent aucune information utile en cours de grossesse pour une prise de décision ou un traitement. On ne sait pas. Donc la question a été débattue, et l'avantage d'être en France, c'est qu'on on a du recul sur ce qu'ont fait les autres, pour faire simple. Il constitue plutôt un élément de confusion déstabilisant, et la plupart des sociétés disent qu'il ne faut pas en parler du tout en prénatal, ce qui est absolument compréhensible. Donc le premier qui a donné des recommandations, c'est le Collège américain de génétique médicale, l'ACMG, et qui dit qu'en prénatal, il est recommandé que les laboratoires qui offrent un séquençage d'exome prénatal ne rapportent que les variations pathogènes, ou probablement pathogènes, et en consistant avec le phénotype, qui explique le phénotype du fœtus. Pas les variations pathogènes qui n'expliquent pas. Donc, variations incidentes peut-être. Ça, c'est les premières recommandations. Et puis d'autres, donc j'ai dit pas de données incidentes.
Une autre crainte, souvent avancée quand on parle de diagnostic prénatal, d'introduire ces technologies en cours de grossesse, c'est la peur des données additionnelles. Les données additionnelles, juste un petit rappel sur de définition, il y a ce qu'on appelle les données secondaires. Donc les données secondaires, ce sont des variations pathogènes sans relation avec l'indication initiale, n'expliquent pas la maladie de l'enfant, de l'adulte, du fœtus pour lequel on a fait l'analyse, mais qui est recherchée activement dans une liste de gènes. On profite de cette analyse pour regarder aussi ces gènes-là et vous dire si vous êtes à risque de prédisposition de tumeur, cardiomyopathie. Il y a une liste qui a été définie comme ça, pas en France, aux États-Unis beaucoup. Et bien ça, c'est réglé. On ne fera pas de recherche systématique en recherchant activement d'autres pathologies ou facteurs de risque. En France, c'est tranché. La loi de bioéthique ne nous l'autorisera pas. En revanche, on peut être amené, alors qu'on ne le cherchait pas activement, à tomber sur quelque chose, un diagnostic, qui met à risque un des parents, le reste de la famille, une prédisposition d'eux ou une maladie. Et donc là, on est dans une découverte fortuite qui nous pose un problème éthique si on le voit. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, là, c'est devenu possible en France, toujours avec la même loi de bioéthique, de transmettre des variations, ce type de variations de données incidentes, toujours dans le respect du souhait des parents, qu'il faut donc avoir au préalable, dans un consentement, savoir s'ils souhaitent connaître ces données. Il va falloir probablement distinguer, en tout cas en situation prénatale, les données incidentes qui concernent des pathologies pédiatriques sévères, des données incidentes qui vont concerner des maladies de l'adulte et prédispositions. Alors là encore, quels sont les avis des autres centres, des autres associations? C'est moi, ça sonne pour moi? Donc le collège américain, le collège canadien disent que si la donnée incidente concerne des maladies pédiatriques de l'enfant, oui, bien sûr, il faut les rendre. Ça fait partie de l'objectif du séquençage d'exome prénatal qui était de dire est-ce que mon enfant est à risque d'avoir une maladie pédiatrique sévère? En revanche, non pour les maladies à révélation tardive. Et un autre type de données incidentes, ça serait le statut porteur hétérozygote dans des maladies récessives. Alors, la CMG dit si c'est en lien avec le phénotype, on a peut-être trouvé la première et on ne trouve pas la deuxième variation. Non pour le collège canadien. Pas de consensus pour la Société internationale de médecine fétale qui dit chaque centre doit annoncer ce qu'il fait en vrai et faire signer un consentement adapté en précisant sur le consentement ce qu'on fait. Donc, on peut se poser la question du vécu des couples. Il y a un contraste fort entre le taux de consentement aux données additionnelles dans les différentes études et la perspective finalement négative au décours, où les couples finalement se sentent submergés avec une couche de complexité supplémentaire et qui fait vraiment poser la question de ce qu'il y a vraiment une autonomie de choix, jusqu'à où ils étaient conscients des conséquences possibles d'accepter les données incidentes. Et c'est une des questions éthiques à débattre. Et notre petite expérience à Necker pour vous montrer l'apport du séquençage d'exome en prénatal. Jusqu'en juin 2022, on en avait fait 122 et on a eu un taux diagnostic de 34%, donc sur des indications qui ont été discutées cas par cas au staff du CPDPN de Necker ou de Port-Royal. Et on n'a pas eu de résultats conclusifs dans 2 tiers des cas. Et vous voyez clairement que ce taux diagnostic, un diagnostic, impacte le devenir de la grossesse. Quand on n'a pas de résultats conclusifs, il y a une poursuite de la grossesse dans 90% des cas et une interruption médicale possible, toujours possible. Ce n'est pas parce qu'on a fait un séquençage d'exome, un résultat négatif n'exclut pas une cause génétique. On n'a fait que de l'exome, pas d'un séquençage de génome. Et en revanche, quand on a un diagnostic, eh bien, la grossesse se poursuit dans 41% des cas, mais avec un diagnostic, cette fois-ci, et une prise en charge adaptée de l'enfant à la naissance. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas parce qu'on a un diagnostic que le fœtus qui va y avoir une interruption médicale de grossesse. Ça permet de cibler le discours. Si ce n'est pas associé à un risque d'anomalie du neurodéveloppement, les couples sont prêts à accepter et accompagner un enfant avec un potentiel handicap.
Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un apport réel du séquençage. Alors, on parle beaucoup des indications aussi. Eh bien, juste pour vous dire en 2 mots que beaucoup d'articles s'intéressent au taux de diagnostic en fonction du signe d'appel. Quel pourcentage de changer de trouver un diagnostic devant une malformation cardiaque, un myéloméningocèle, une hernie diaphragmatique, etc. Et la bonne question est de dire, est-ce qu'il faut vraiment s'intéresser au taux diagnostic ou à l'impact sur la prise en charge ou le devenir de la grossesse que pourrait avoir un diagnostic dans ce cas de figure? Si devant une fente palatine isolée, le taux diagnostic est de 5%, on ne le fait pas, alors que si devant une association polymalformative, le taux diagnostic est de 50%, on le fait. Ou est-ce que le fait de le faire devant une fente palatine, eh bien justement, dans ces 5% des cas, il y a vraiment un impact sur le devenir et le suivi de la grossesse? C'est une question qu'on peut se poser également. Donc je vais aller vite sur certaines diapositives. Le parcours est long quand on détecte une anomalie. En général, ça passe plusieurs fois en staff de concertation pluridisciplinaire. Il y a des consultations de génétique pré- et post-test. Et il y a un intérêt majeur en cas d'absence de diagnostic, surtout qu'il y ait un suivi en postnatal, parce que vous l'avez compris, si on ne rend pas les données de signification incertaine en prénatal, parce qu'on ne sait pas, donc on ne va pas rajouter un degré de complexité supplémentaire ou des angoisses supplémentaires, c'est important de réanalyser les données avec des données cliniques, morphologiques, complémentaires. Examiner cet enfant, ou si en cas d'interruption médicale de grossesse, examiner ce fœtus. Ça pourrait amener à être soit à apporter un diagnostic, soit permettre de séquencer, de proposer la poursuite des explorations. Donc en conclusion, un diagnostic en prénatal, quel enjeu? Un diagnostic aide à la décision concernant l'issue de la grossesse de façon beaucoup plus éclairée, puisqu'on a un conseil génétique précis. Il aide à la prise en charge du fœtus, voire du nouveau-né. Ça va permettre de cibler les consultations. On sait ce qu'il a, avec d'emblée des experts de la maladie, de voir s'il y a un traitement spécifique à mettre en place de la maladie, pas du signe d'appel, et de cibler la poursuite des explorations chez le nouveau-né, en évitant des tests, des analyses finalement devenues inutiles parce qu'on a le diagnostic, et de cibler les explorations vers celles qui pourraient être, par exemple, la recherche de complications connues de la maladie. Évidemment, ça aide aussi pour le conseil génétique, permettre de dire au couple quel est son risque de récidive pour une prochaine grossesse. Si un des parents est porteur lui-même, de mettre en place sa surveillance à lui, d'adapter la prise en charge à la grossesse suivante, DPN, DPNI, DPI, et de faire le conseil génétique aux apparentés le cas échéant. Les pistes de réflexion, c'est ma dernière diapositive, c'est que oui, les prescriptions de séquençage pangénomique d'exome, pour l'instant, augmentent. L'Agence de la biomédecine nous a fait part de son bilan. Il y a 190 en 2019, 300 en 2020 et 600 en 2022 prescriptions d'exome en France déclarées. Mais ça reste, il n'empêche que l'accès reste inégal. Il faudrait que tous les couples puissent arriver au centre qui prescrivent. Les indications ne sont pas homogènes puisqu'elles sont discutées par centre. Et une fente palatine, je ne sais pas, dans une ville, n'aura pas de séquençage d'exome, alors qu'un fœtus avec une fente palatine, on proposera un séquençage d'exome ailleurs, pour faire simple. Il nous faut des avis, des recommandations concernant le rendu des BSI en prénatal. Tout le monde ne fait pas la même chose. Des avis et recommandations concernant les données incidentes. Même si le couple a signé le consentement et a dit oui, faut-il les rendre en prénatal? À quel moment? Lesquels? Le conseil génétique nécessite des professionnels formés à la prescription d'analyses complexes. Donc ça nécessite aussi plus de conseillers en génétique ou alors de former des professionnels, quels qu'ils soient. Il est important d'insister sur la réanalyse ultérieure avec plus de données, que ce soit en post-natal ou post-mortem. Et ça, c'est important que les couples comprennent qu'un résultat non conclusif, négatif, n'exclut pas une cause génétique. Elle n'exclut pas une cause génétique dans les limites de ce qu'on a vu à un temps donné et avec les connaissances actuelles. Voilà, et on peut mettre aussi dans cette diapositive, on est en train de parler de séquençage d'exome, mais on a déjà une technique qui est appliquée dans les maladies rares, qui est le séquençage de génome, et qui est plus efficace, avec un rendement supérieur. Voilà, pour l'instant on ne peut pas, mais c'est la perspective. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.
Donc on va inviter les 2 autres orateurs à nous rejoindre pour quelques questions. Merci à tous les 3 pour ce panorama des nouvelles techniques applicables en diagnostic anténatal. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci à tous pour vos interventions. Bonjour, Pascal Lévy, agence de la biomédecine. Merci à tous les 3. J'avais une question pour Pierre. Tu estimes la diminution, le gain de temps en passant, dans le cadre de la loi, à l'utilisation du NGS pour le DPI, tu gagnerais combien en moyenne sur la mise au point ? Du coup, la mise au point qui disparaît fait diminuer les délais d'attente de combien, et puis combien de coupes en plus, du coup, pour être pris en charge par les équipes ? Bon, c'est pas facile à répondre. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé, donc je peux pas parler d'expérience. Et le temps de mise au point varie beaucoup d'un diagnostic à l'autre, mais après, le délai va dépendre, quoi qu'il en soit, beaucoup de la réactivité du couple et de leurs apparentés, parce que comme je l'ai évoqué, comme on a parlé Juliette, on a besoin de récupérer des prélèvements de différentes apparentés, donc si les gens traînent, ça sera un délai incompressible. Et après, pour les mises au point, on peut dire que pour le moléculaire, en moyenne, quand même, on va avoir besoin de 3 mois, mais là, je pense qu'avec les techniques au débit, on va juste vérifier l'informativité, la concordance des prélèvements. En 15 jours, la validation sera réalisée. Donc en moyenne, je dirais 15 jours versus 3 mois. Donc ça va libérer beaucoup de temps technique pour pouvoir prendre plus de couples. Donc je pense que ça changerait vraiment les choses. Si, y a-t-il d'autres questions ? Bonjour, professeur Achour-Schneves de l'hôpital Antoine Béclair. J'avais une petite question pour vous, Juliette. Dans votre PHRC, j'ai essayé de lire un peu toutes les maladies qui étaient proposées. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris l'Ixcufra aussi ? Oui. Et il y est. Ah, excusez-moi, j'ai mal lu. Oui, il y est. Mais du coup, parce que comme ça suppose une autre question. Donc pour les patientes prémutées, vous les sélectionnez quand même avec une prémutation suffisamment élevée pour être sûr que le fœtus sera atteint si vous faites de l'exclusion, ou pas de l'indirect, et donc juste de l'exclusion. Il y aura besoin, si on met en évidence que l'haplotype maternel à risque a été transmis, il faudra faire un invasif pour évaluer. Si la prémutation n'est pas suffisamment élevée, c'est ça ? Je pense dans tous les cas. Ah, dans tous les cas, d'accord. Ouais. D'accord, merci. Bonjour, Antoine Lafouge, Collège d'échographie fœtale. J'ai une question concernant les données incidentes du DPNI, concernant notamment les pathologies maternelles. Comment vous les gérez ? Alors nous, pour l'instant, on fait que des tests très ciblés, donc on n'en a pas des données incidentes maternelles en DPNI d'exclusion. En PCR digital, on va juste voir le variant paternel. Quand on fait du DPNI pour les maladies, les autres, on ne va pas regarder, on regarde juste l'indirect. Donc oui, on pourrait voir à un moment, peut-être on pourrait être alerté sur une grosse délétion dans un autre gène, mais je ne crois pas, même on va voir en ciblé notre gène d'intérêt. Donc non, ça reste encore des tests suffisamment ciblés pour ne pas être embêté par les données incidentes. On ne va pas en voir. Bon, merci. Bonjour, Véronique Tardy à Lyon. Merci pour vos 3 topos, parce que je trouve que ça montre vraiment le développement de toutes ces techniques, et on sait comme c'est compliqué. Moi, j'avais une question pour Juliette. Ta technique de RHDO, elle serait validée à quel terme de la grossesse ? Alors là, on a essayé, même, je crois que les grossesses les plus précoces, c'était 7 semaines d'aménorrhée.
on ne prendrait pas le risque parce que souvent à cette semaine d'aménorrhée, on n'a pas assez de fractions fétales et donc il faut séquencer trop profondément et nous, ça nous coûte trop cher. Mais à partir de 10 semaines, ça marche bien. Plutôt en fin de premier trimestre. Ouais. Et tu n'as pas mis l'hyperplasie congénitale des surrénales dans ton étude nationale. Ouais. En sachant que le papier... En fait, c'est pas moi qui ai... Oui, moi, j'ai été contactée par des labos Vous. qui étaient intéressés par participer. Nous, on n'est pas du tout labo référent avec une expertise sur CYP21. Il n'y a aucun des autres labos qui n'a proposé ce gène-là. Donc, c'est pas moi qui ai choisi de l'exclure ou de ne pas l'inclure. Je me suis mal exprimée. Ouais. Et le papier de 2014, dans la pratique, je ne suis pas sûre qu'il fasse, à cause du pseudogène. Du pseudogène, oui. Donc, ce n'est pas prévu que ce soit fait. C'était le sens de ma question. Non, ce n'est pas prévu. Okay. Merci en tout cas. Merci, bonjour, je suis Julia Loerzillard, moi je suis généticien au Centre du DPI de Strasbourg et j'ai une question pour Pierre, tu t'en doutes, pour savoir quel outil tu comptes utiliser pour ton analyse NGS, puce et analyse bioinformatique, et comment tu vas faire pour éviter de voir les fameuses aneuploïdies qui pour l'instant sont interdites. Alors pour les techniques moléculaires, on a on utilise Carrier Mapping, qui est un logiciel dédié, c'est une solution clé en main, et on voit uniquement l'haplotype localisé au niveau du gène d'intérêt et du gène diagnostiqué, donc on n'aura pas de difficultés particulières. Pour la cytogénétique, ça sera effectivement plus compliqué parce qu'il n'y a pas de solution pour l'instant avec des caches qui vont se focaliser sur les 2 chromosomes impliqués dans la translocation. Donc, c'est soit on va essayer de discuter avec là, a priori, Illumina pour qu'ils fassent évoluer leur logiciel, ou sinon, ça sera au cas par cas. Et c'est vrai que je pense qu'on aura beaucoup de cas de conscience pour décider et rendre des résultats. C'est compliqué de rendre résultat, de dire oui, l'embryon est sain pour les chromosomes 13-14 impliqués dans la translocation, alors qu'on voit une monosomie du 2, du 1 ou n'importe quoi. Ça paraît pas très logique. Donc j'avoue que ça sera pas très simple au début. Ouais. Tu comptes passer en monogénique, enfin en analyse monogénique d'abord, ou essayer de tout faire? Alors c'est Charles Couton qui est responsable du chromosomique, donc bien sûr on agit en concert. En tout cas pour le génique, on est prêt, et il faut qu'on se mette d'accord avec l'AMP parce qu'il faut qu'il bascule sur les biopsies à 5 jours et qu'on change notre mode de fonctionnement. En tout cas, qu'on commence à en faire, c'est notre objectif pour 2024, mais je pense que pour le chromosomique, on va faire des essais aussi rapidement dans l'année prochaine. Mais c'est vrai que ce problème est quand même, c'est compliqué, et c'est tellement peu logique la législation française que ce sera difficile pour moi, presque impossible de transférer des embryons atteints, mais bon. Voilà, ce sera des discussions entre nous, et puis on recontactera l'Agence de la biomédecine. Merci. Bonjour, Charline Cartelier, je suis conseillère en génétique sur les CPDPN de Lyon. Et moi, c'était un petit peu la même question que j'avais par rapport aux données secondaires sur le DPI. Alors là, vous avez parlé de tout ce qui était monosomie, 3 choses comme ça, où là on attend plutôt des fausses couches finalement, ou des grossesses non évolutives, mais on sait qu'on a pas mal aussi de patientes qui passent des fois par des DPI pour lesquelles on interrompt des grossesses plus tard pour des découvertes de trisomie 21 sur des grossesses évolutives. Sur ces données-là, est-ce que ce sera vraiment la pratique qui motivera peut-être un changement de la réglementation et que vous rendrez finalement ces choses-là aux prescripteurs, ou est-ce qu'il faut vraiment attendre le cadre législatif avant que ça soit rendu par les biologistes? Pour nous, forcément, on va respecter la législation, je ne vais pas dire le contraire. Et après... J'espère que la législation pourra évoluer rapidement, parce que c'est vrai que
il n'y a pas de sens à cette restriction. C'est juste de la malpratique pour moi. Enfin, c'est presque une faute professionnelle, effectivement, de transférer un embryon qui va soit donner une fausse couche, soit pour lequel on va faire potentiellement un diagnostic prénatal et une interruption médicale de grossesse ultérieurement. Ça n'a pas de sens. Merci. Je suis sage-femme en fait dans un réseau de santé périnate et on se pose actuellement nous beaucoup de questions sur le parcours des soins des patientes en cas de mort fœtale in utero ou même d'interruption médicale de grossesse en vue des difficultés des examens fœtopathes avec de moins en moins de fœtopathologistes disponibles aussi. Et la question c'est est-ce que vous pensez que justement tous vos examens génétiques pourraient permettre d'organiser d'autres parcours de soins pour faciliter et diminuer les indications des examens fœtopathes, justement. Est-ce que la question n'est pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis comme obligatoire l'examen fœtopathologique, ce qui aurait permis à nos instances de financer des postes de fœtopathologie qui ne le sont pas. Ça n'a pas été mis comme obligatoire au sein d'un CPDPN, mais comme au niveau cercle 2, alors que tous les autres métiers pour lesquels c'était obligatoire, on a eu la création de conseillers en génétique, du métier, voilà, etc., du DES de génétique, enfin bref, ça a contribué à développer quand même. Donc ça c'est la vraie question en fait. Pourquoi est-on en pénurie de fœtopathologistes alors que c'est tellement important pour la suite de la prise en charge bon. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, quand on a un diagnostic de certitude, et que le couple s'oriente vers une interruption médicale de la grossesse avec un diagnostic de certitude pour lequel le résultat rendu explique l'ensemble des signes qui ont été vus à l'imagerie, on pourra se passer raisonnablement d'un examen du fœtus. Dans plein de cas où on a quand même un diagnostic, on n'explique encore pas tous les cas, on a quand même rendu un diagnostic, mais on se dit, ça explique bien la cardiopathie lymphante, mais ce signe-là n'a jamais été rapporté. Et nous, en tout cas, en tant que centre hospitalier universitaire, on a envie de continuer à examiner ces fœtus, soit pour peut-être qu'il y a une autre cause, un train peut en cacher un autre, soit ça nous permettra d'avancer sur les signes connus de cette maladie en prénatal. On a besoin de connaissances en prénatal. Donc là, je suis désolée, vous parlez à l'ancienne présidente de la Société française de phytopathologie, je ne vais pas vous dire plus que ça. Quand on peut faire un examen phytopathologique, il faut le faire. Sauf, ça explique tout. Très bien, on va clore la discussion. Merci encore à nos 3 orateurs. Et merci à l'Agence de la biomédecine d'organiser ces débats.